Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Nikaya Talk. Aujourd'hui, un petit peu comme on l'avait fait il y a un peu plus de 2 ans pour l'analyse des Worlds 2023, on va s'attaquer à analyser 3 matchs intéressants qu'on a trouvés au Championnat de France Open 2025 qui vient de se clôturer. Au moment où on tourne ce podcast, c'était hier le dernier match. Voilà, on a trouvé 3 matchs un petit peu différents avec des conflits, des erreurs, voilà, les différents profils qu'on va pouvoir analyser et toutes les leçons qu'on va pouvoir tirer de ces matchs. Avec moi, évidemment, le fidèle Antoine Maillard, coach Nikaya Powerlifting. Salut Antoine. Salut Johan. Bon ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné de podcast en réalité ensemble. Ça faisait un peu plus d'un an je pense maintenant. Ouais. Et Bon, c'est si on met à part le question-réponse là qu'on s'est fait oui. Ouais, à ouais. Cognac, quoi. Ouais. Mais ça faisait longtemps et c'est cool, je suis grave content de parler de ça parce que c'est j'ai pris beaucoup de plaisir tu vois à suivre un peu les matchs de mon côté et on en a parlé très 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 vaguement et je trouve que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir revenir sur des trucs un peu plus précis que ouais, qui c'est qui a gagné, c'est cool, je l'aime bien. Voilà, on va essayer de donner un peu plus de détails dessus. Et sur les matchs, les stratégies, enfin, ce qu'on a pu nous en ressortir, ça veut pas dire que c'est ce qui a été fait et ce qui a été pensé de la part des athlètes, mais du coup, vous allez avoir un point de vue autre et qui permettra peut-être de voir le match différemment parfois, peut-être. Donc voilà. Yes, exactement. Bah, je te propose d'attaquer direct en fait Ok. avec le match, je pense, le peut-être le plus attendu, le match des 74, ou en tout cas Le plus où attendu, je pense. c'était l'un des matchs où il y avait plus de deux concurrents en fait, où la question n'était pas tellement de savoir qui allait gagner, il y avait vraiment un favori qui se dégageait, on va en parler juste après, mais l'ordre du podium, les deux dernières places du podium et peut-être la quatrième place étaient indéfinies, et au final il y a eu une petite surprise. Est-ce que tu veux nous présenter les 4 protagonistes? Alors, en fait, bon, on avait Balthazar Bertrand qui est junior encore, jusqu'à l'année prochaine. Ouais. Alors, j'ai pas du tout vu ce qu'il avait fait au championnat de France junior, je suis désolé. Je sais pas du tout, je sais qu'il a gagné, mais je me rappelle pas avec quel total. Je vous avoue que je les ai pas. Il a fait 733, il me semble. Ensuite, il avait fait 760, 65, un truc comme ça, à Worlds Junior. Et la dernière compétition, et il me semble que c'était il y a pas longtemps, le dernier Silent Worker Meet, où il avait fait 792,5, mais un petit peu plus lourd que sa KT, 75,5. Donc voilà, on s'attendait à un total dans ces eaux-là. Ouais. Et on reviendra dessus, mais donc on avait Yann Puget qui est du coup champion en titre. Donc on avait attendu de voir aussi à quel point il allait pouvoir, il avait progressé déjà par rapport à l'an passé, parce qu'on voyait en fait, on voyait beaucoup à l'entraînement de Toto assez élevé, et 20 à 30 kilos au-dessus de ce qu'il avait fait pour être champion de France. Mm. Et ce qui au final n'aurait de toute façon pas suffi cette année, ce qui est assez fou en réalité, je trouve. Voilà. Et du coup de voir même au niveau standard, parce il a souvent eu des pépins avec l'arbitrage. Donc voilà. Et ça, on avait vraiment hâte de voir un petit peu ce qu'il allait faire. Et je trouve le troisième gros prétendant, c'était Pana qui montait. Donc ça c'était hyper intéressant, je trouve, de voir ce qu'il allait pouvoir gagner en montant. Parce que faut rappeler quand même Pana, ça fait 3 4 mois qu'il est monté. C'est pas c'est, je dirais fin de l'été, enfin, tu vois, août peut-être qu'il est monté. Moi, je pense que c'était exactement il y a 6 mois. Il avait pas participé aux Worlds pour attaquer sa montée en 74. Il me semble qu'il voulait faire les World Games dans l'été, non? Et qu'il les avait pas fait au final? Non, je sais plus. Un truc. Ouais, peut-être ouais les World Games en août. Dans ce cas-là, ouais, ça fait 4-5 Il me mois semble que c'est maximum. ça, mais donc c'est quand même malgré tout une montée de KT, c'est léger pour une montée de KT 3 mois, 3 4 mois, Mm, 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 mm. c'est même assez ridicule pour voir des énormes gains partout. Et puis on avait Nabil Lalou, donc lui c'est hyper différent des trois autres comme Mm. profil, mais on en reviendra. Mais là, on avait déjà en fait ce qui est intéressant avec Nabil, c'est que c'est enfin deuxième du coup compétition en IPF, me semble. Enfin en tout cas là récemment, je parle. Donc Allez, la troisième. En gros, t'as 4 profils différents. Nabil, c'est un petit peu spécial parce qu'il a alterné plein de fédérations, WRPF, USPA, USAPL, et donc à chaque fois avec des règles différentes et des barres différentes. Et donc du coup, c'est un mec que tu pouvais à la fois, je me souviens de l'année dernière, parce qu'il est venu un petit peu à Nice s'entraîner et tout, et j'avais suivi un peu sa compétition à Riance. Et donc il fait cette compétition à Riance, bar IPF, tout ça, il était venu s'entraîner à Nice, sur lequel on a que du matos IPF. Et puis après, finalement, il était reparti aux États-Unis et il s'entraînait full deadlift bar et il s'était lancé un peu un challenge pour se tirer 400 en deadlift bar, tu vois. Donc ce qui paraît un petit peu dans notre cause FF Force IPF,
d'un truc un peu totalement zinzin, tu vois, d'alterner les barres, les objectifs comme ça. Tu dis putain, mais tu peux jouer podium à France et l'année dernière même, j'irais même peut-être jouer le titre. Et le mec, non, ce qu'il fait kiffer, c'est d'essayer de tirer 400 sur une deadlift bar. Donc c'est un profil un petit peu particulier. Et en fait, je C'est un trouve que showman les en fait. quatre, Un profil un peu showman en vrai, je trouve Nabil. ouais, exactement. Bah, en fait, c'est Ouais. vraiment la mentalité américaine avant que l'IPF se structure, parce que nous en Europe, c'est vrai qu'on est vraiment, surtout en Europe de l'Ouest, on est vraiment calibré un peu IPF et surtout sur nos sports plus traditionnels. Ça veut dire que voilà, il y a un championnat national, un championnat d'Europe, un championnat du monde. Tu vois, c'est assez structuré. Les Américains sont pas comme ça et il peut y avoir une compétition juste une fois comme ça, un show, et ça a autant de crédibilité et de sérieux, tu vois, que le championnat classique. Donc c'est pas du tout le même profil. Et je trouve qu'en fait on a quatre profils différents, tant dans leur histoire que dans leur profil athlétique et leur qualité. C'est-à-dire que tu as Nabil qui fait des allers-retours, la France, États-Unis, voilà, qui fait plein de compètes différentes. Tu as Balthazar qui reste un débutant parce que c'est que sa quatrième compète officielle. Ouais, ce qui Donc est c'est quand même très très peu d'expérience pour du coup un champion de France Open. Yann Puget qui sort de junior et qui fait que monter de KT en montée de KT, qui a eu un premier titre l'année dernière et du coup qui revient mettre son titre en jeu. Et puis on a Pana qui est peut-être l'un des plus grands champions du powerlifting français, qui monte de catégorie pour la première fois et qui du coup a tout un monde de progression qui s'offre à lui. Donc je trouve que les quatre dynamiques, tu vois, se coupent au milieu et c'est vraiment très intéressant. Et au final, on voyait peut-être pas en dire directement, mais on voyait pas Nabil en fait, je pense. Enfin, l'opinion publique, en tout cas français, ne le voyait pas forcément être aussi challengeant face aux trois autres. En fait, je trouve qu'il y a eu des dynamiques différentes, mais dans l'esprit des gens avant la compétition, en fait, on voyait Balthazar, Yann et Pana très proches, enfin, beaucoup plus proches que ce qu'ils n'ont été en réalité, et Nabil en dessous qui, bon bah peut-être va gratter une place ou deux sur le terre, mais en fait je trouve que ça le voyait pas suffisamment dangereux en fait, je pense, par rapport à en réalité à ce qu'il a été. Ouais, bah en fait, je pense que le précurseur de tout ça, c'est vraiment ce podcast sur Grind Actu et qui a lancé une série de podcasts qui sont super, hein, et j'adore cette initiative. Ouais, ça a Et été du cool. coup, il y avait les trois premiers, donc Yann, Pana et Balthazar, et il n'y avait pas Nabil pour on ne sait pas trop quelle raison. Et finalement, dans le podcast, ça a été abordé et le sujet a été assez vite balayé. Si effectivement, il y a Pana qui a dit que voilà, c'était un spécialiste du terre et qu'il fallait compter sur lui pour tenter le tout pour le tout au terre ou prendre un record de France, etc. Mais ça n'a pas été présenté vraiment comme une menace du fait aussi de son forfait, on va dire, pour le championnat de France l'année dernière, alors qu'il était qualifié et qu'il était un des prétendants au titre. Deux, parce que cette alternance de Fédé. Et du coup, ça a été un petit peu balayé. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va rentrer un petit peu dans l'analyse des profils athlétiques, des forces et faiblesses de chacun. Donc, et comment on doit jouer un match quand on est dans ce genre de profil. Donc, typiquement, on va reprendre le cas de Nabil. C'est outsider total que personne n'attend, ou on sait qu'il va faire des dingueries sur un mouvement, mais sur les autres, il va se montrer assez discret. Et du coup, le but, quand on est un ultra spécialiste d'un mouvement, c'est-à-dire que je crois que sa barre est à seulement moins de 12 par rapport au world record de la KT. Donc c'est vraiment une très grosse perf. Le but, c'est de tout mettre en place pour vous mettre dans une fenêtre de tir accessible avec ce soulevé de terre. C'est-à-dire que là, je pense que tout le monde l'a vu, il n'avait pas 1 kilo de plus sur le dernier terre. Je pense on est tous d'accord là-dessus. Mais par contre, toutes les barres qu'il a fait juste avant, il y a eu des erreurs, on pourra y revenir après, mais par contre, il a validé ses troisièmes barres. Donc il a maximisé à la fois sur le squat et sur le bench tout ce qu'il pouvait faire de possible pour le mettre dans cette fenêtre de tir en attente un petit peu des erreurs des autres, et c'est absolument comme ça qu'il faut se positionner. Donc là-dessus, le match est parfait sur ce qu'il en ressort derrière. Évidemment, il n'est pas parfait parce que il a loupé son premier squat, en tout cas il se fait invalider son premier squat pour manque d'EDF. Il prend quand même la décision de monter de 15 kilos, il me semble. Hein. Ouais, il fait 2,40, il loupe, il met 2,55. Donc Et ça c'est un jump posé parce qu'effectivement, s'il se reprend un rouge, il peut pas descendre en dessous de 55, donc il soit retenter le tout pour le tout, ouais, soit se contenter de 55. Donc il a fait l'ajustement, très bien, c'était juste un petit problème de repère, donc là-dessus parfait. Il se fait invalider son deuxième bench aussi et il ouais, décide d'augmenter aussi, donc il est passé pas loin. C'est vraiment un match qui est
sur le fil dont le résultat est parfait, avec ce que ça en tire, ça veut dire que il va le tout pour le tout, les troisièmes barres sont réussies, il va tenter de shipper la deuxième place à 500 grammes près, le tout pour le tout, donc le résultat qu'on en tire est très très bon. Par contre, dans le déroulement des faits, il y a deux erreurs majeures qui sont la non mise au standard sur deux lifts, deux, le fait de monter sur une barre non validée qui est quand même un énorme risque. Voilà. Bah, surtout de monter de 15 en fait, c'est pas, il monte pas de 5 quoi. Ouais, mais encore le bench, je peux le comprendre parce que c'est la perte la plus brève, c'est-à-dire qu'il aurait perdu 5 kilos quoi qu'il arrive s'il restait sur son opener. Hmm. Autant le squat, monter sur un opener au squat, euh, plus 15 kilos qui est effectivement un jump conséquent, tu t'exposes au fait de te retrouver avec zéro en fait. Et tu t'exposes à, dès le squat c'est fini, on parle plus de toi, terminé. Donc c'est franchement très très risqué. Ensuite, on a Balthazar, du coup, qui est lui, pour le coup, qui était assez clairement favori. Ok, on avait une inconnue sur le niveau des deux autres, ça c'est vrai, mais on a clairement un favori qui se dégage et pour le coup, qui est fort sur tous les mouvements. C'est-à-dire qu'il peut faire record de France au squat, au bench, record de France au bench, il me semble Ouais, aussi, je pense que c'est en 180 trois mouvements, et 90,5 je crois. 192,5 là j'ai. Ah, ok. Alors je sais pas si c'est exactement le record, mais en tout cas voilà, ça flirte avec. Et 312,5 au terre, qui est une barre vraiment très très haute. C'est pas proche du record, mais c'est très très haut. Donc sur les trois, en fait, il va se retrouver en position de force et à pouvoir simplement matcher la meilleure qualité des autres. C'est-à-dire, Pana au squat, il va pouvoir le matcher même au Il a final, il lui dépassé met 15 kilos. Ok. Et Yann au dead, bah, il lui met quand même, à la fin, il lui met quand même 20 kilos aussi. Au final, c'est quelqu'un qui se met à l'abri et le but, c'est toujours d'essayer de gagner quand vous êtes ultra favori, c'est de faire absolument aucune erreur, c'est-à-dire de la jouer conservateur. Okay, c'est-à-dire de faire des barres où vous êtes légèrement en dessous de vos capacités, juste pour mener le rythme et imposer aux autres d'essayer de vous suivre et de forcer l'erreur des autres. C'est surtout ça. On a donc deux profils qui se dégagent. L'ultra outsider, qui est spécialisé en mouvement, qui lui va attendre, qui va attendre l'erreur des autres pour profiter. De l'autre côté, on a l'ultra favori qui lui force les autres à être agressifs pour venir le chercher. Et au milieu, on a donc deux challengers qui, eux, sont un petit peu dans l'entre-deux. Un, on a on avait beaucoup de mal avant le match à situer leur réel niveau. Okay, Yann, qui sort de deux compétitions où il a fait exactement le même total à 500 grammes près, aux Europes et aux France, 722, 722,5. On peut se dire que d'ici là, il a eu le temps de faire une prépa complète, d'arriver, pas de bobo à déclarer. On se dit, il peut aller chercher un énorme total. Pana, pareil, assez inconnu avec la montée de poids. On a eu un avant-goût au Salon de Worker Meet où il était assez déçu de sa performance. Mais voilà, on est toujours dans l'inconnu. Et en fait, je trouve que, honnêtement, de ce que je pouvais lire ou entendre, Balthazar était pas si favori que ça aux yeux des gens. En fait, je pense que, bon, après, il y a aussi beaucoup peut-être d'espoir que Pana soit plus compétitif que ça, je dirais, à très haut niveau dans l'espoir, en fait, des gens. Euh, mais en réalité, je trouve que Balthazar a assez vite, en fait, imposé son rythme. Je trouve que dès le squat, en plus, avec la facilité qu'on a vue, il a pas laissé beaucoup de chance et en fait on savait déjà que s'il assurait un minimum sur le bench, il allait très rapidement mettre un terme au suspense. Sachant qu'en plus, le plus challengeant pour lui au bench, c'était Pana, qui ne passe que son opener. Donc en réalité, on a très vite compris que bon, pour Balthazar, ce serait fait. Donc je trouve que le match, on a eu tout de suite, on a dû se focaliser sur Yann, Pana et Nabil, en fait. Mm. Tout en sachant que Nabil, on n'allait pas connaître le dénouement avant le dernier deadlift parce que sur le bench, on sait très bien que c'est pas là où il va prendre des kilos. Là où justement Yann aurait pu en prendre au bench parce qu'on sait qu'il est capable de bench, en tout cas à l'entraînement, ça vaut ce que ça vaut, mais on va dire entre 170, 180 quoi, Mhm. potentiellement. Là, on s'est retrouvé avec un Yann qui valide 160 et qui loupe deux fois 165. Je pense, à mon sens, que la troisième était plutôt bonne niveau depth. C'est mon avis, maintenant, voilà, c'est comme ça. Et du coup, Pana qui rate, Yann qui rate, tous les deux en fait le bench. Donc ça a donné une fenêtre énorme à Nabil pour le taire en fait. Je trouve que En là, ils lui fait, ont donné ce qu'il fallait. Parce que exactement. Pana qui Je valide pense beaucoup que au bench,
Effectivement, tu as raison de dire que la première interrogation de dire est-ce que les Pana et Yann peuvent jouer le titre, elle a été très très vite balayée. En fait, bon, déjà après le squat, après 295,5 de la part de Balthazar, déjà ça mettait une sacrée avance de du coup une vingtaine de kilos, un peu moins de 20 kilos sur Pana et un peu plus sur Yann. Derrière au bench, il fait 192. Donc là, après le bench, il y a un tournant majeur parce que les deux challengers sont restés sur leur opener au bench. Hmm. Okay, l'un pour des problèmes de standard, c'est-à-dire voilà, il y a eu les coudes deux fois qui lui ont joué sur cette deuxième et troisième barre, qui lui ont joué des tours. L'autre simplement pour des jumps trop audacieux. Et je me souviens qu'on avait déjà débriefé l'analyse des Worlds avec Andrea et qu'on avait déjà vu des jumps audacieux. Alors là, c'était au squat où Pana avait fait un énorme jump, il me semble au squat. Au dead aussi, en vérité, son deuxième essai était très très lourd. Mais là, c'est le bench. Et faire un saut de 12,5 kg, en fait, ça ouvre cette fenêtre où s'il avait fait un jump plus conservatif de 5 ou 7 kg, ça lui aurait permis très certainement de le valider et de se mettre encore à 5 ou 7 kg devant Nabil. Et du coup, de conserver cette deuxième place. Et en fait, c'est une toute petite erreur peut-être d'ego, peut-être on n'a pas, encore une fois, c'est une analyse extérieure, on n'a pas parlé avec les uns avec les autres, c'est juste notre analyse comme ça à froid. C'est cette toute petite erreur d'ego, selon moi, de dire non, je veux absolument matcher, je veux faire mes meilleures barres, etc., qui lui coûte à la fin le titre. Donc ça c'est pas grand chose, mais on a vu que Nabil n'avait pas un seul kilo sur son troisième terre. En vérité, même le deuxième est assez difficile. Hein. C'est un gros deuxième essai pour mettre la pression. Si tu as ces 5 kilos de plus au bench, je pense pas que Nabil, honnêtement, tire 335,5. Non, je pense Voilà. pas non plus. Juste ça. Yann, il est un peu dans le même cas. Il a déjà eu son troisième essai qui est refusé Au au squat. squat. Il me semble que c'est l'appui des coudes. Enfin, il a pris des rouges pour l'appui des coudes. Et au Le final, il troisième essaye de squat. les retirer. Il met un petit peu plus de depth pour essayer de les retirer. Et là, il se fait avoir. Donc, c'était vraiment compliqué. Pour le coup, c'est pas une erreur d'ego ou d'erreur de charge. C'est juste que voilà, il est limite avec sa technique, avec ses coudes. Ça, c'est un truc. Soit il change radicalement de technique, mais du coup, où est-ce qu'il va être niveau force et ça va prendre, à mon avis, plusieurs années pour revenir à ce meilleur niveau. Soit il se dit, bah, c'est comme ça et je vais m'adapter en fonction, voilà, du Du jugement choix. des arbitres le jour J, quoi. Ce qui nous donne à la fin, du coup, Yann qui se retrouve quatrième. Euh, il a aussi loupé sa troisième barre au terre, qui avait pour but de mettre la pression sur Pana et Nabil. En cas d'échec des deux, il passait devant parce que c'était le plus léger. Voilà. Chose qui, du coup, n'est pas arrivée. Euh, Au final, match. on peut simplement peut-être se dire qui a fait le meilleur match. Est-ce qu'il y a des leçons, voilà, si on devait attribuer peut-être un petit trophée là de celui qui a géré son match comme il fallait. Ou, On exclut Balthazar? Parce que pour moi, c'est lui. Balthazar, je le réserve pour la conclusion, on va dire. Pour Allez, moi, Balthazar a fait un match parfait, donc évidemment c'est lui le boss. J'ai sur. envie de dire Nabil parce que c'est celui qui a mené la stratégie jusqu'au bout. La stratégie a été payante. Si elle avait été perdante, Bien sûr. ça dépend. Mais s'il loupe son dernier terre de peu, tu vois, au grip ou au lock, il le tombe, on aurait dit, bah, il a tenté le tout pour le tout, c'était ce qu'il fallait faire pour chiffer la deuxième place. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir, quoi qu'il arrive. Il y a des standards à améliorer, c'est pas le match, c'est pas la compétition parfaite. Par contre, la stratégie, elle était déclarée dès le début, et il a joué la stratégie, il a joué le jeu en fait. Donc Pour j'ai moi, il a envie fait de ses deux dire passes. que c'est Nabil qui a tiré sa meilleure épingle du jeu Ouais. des trois, voilà. Ouais, Nabil, pour moi, des trois, c'est celui qui a joué le match le plus intelligemment possible par rapport en fait, à ses forces et faiblesses annoncées au départ. Il savait qu'au bench, il allait perdre, c'était sûr. Il savait qu'au squat, il pourrait challenger Bah, il pourrait plus ou limiter moins, la casse au squat, quoi. plus ou moins, voilà. Et Franchement, il il est savait que dans les c'était lui, standards, quoi. et on savait que c'était lui le meilleur deadlifter. Donc en fait, quoi qu'il en soit, il s'est assuré un 2,65 au squat, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup plus. Il s'est assuré au bench, il a fait 142, oui, qui est au final son meilleur niveau, ou pas loin, quoi. Peut-être qu'il valait 145, mais bon, ça devenait un peu qui tout doute, parce que s'il l'a raté, il restait sur l'opener, donc automatiquement c'était compliqué. Donc à mon sens, il a joué le match parfait en raison de ses forces et de ses faiblesses. Au final, il tire ce qu'il faut à la fin. Il peut rater 3,5. Franchement, moi j'étais pas sûr qu'il allait la passer, honnêtement, Bah, avant. franchement, quand j'ai vu la deuxième, je me suis dit, bon, Il le ça va tente, être très très dur. mais Ouais,
il le tente parce que c'est la stratégie et qu'il faut Je veux il aussi faut le le faire, tenter. Mais j'étais pas du tout convaincu. J'ai quand même envie de dire que Yann, stratégiquement, a fait exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire que les choix de barre au niveau de la charge étaient très bons. Voilà, le 2,80 au squat, enfin, c'était ce qu'il fallait faire au squat, c'était ce qu'il fallait mettre comme charge au bench. Il valide son opener, derrière, c'est des charges. On le voit à chaque fois, elles montent très bien comme des deuxièmes barres. C'est juste qu'il y a des problèmes de standard. J'ai envie de dire, si on exclut les problèmes de standard, Yann a fait un très bon match. Et franchement, il est en capacité de prendre la deuxième place jusqu'au bout avec ce troisième essai. Donc c'est un match qui est assez bizarre. Au final, il finit sur 727, 725 pardon, en faisant un tac 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 4, 5 sur 9. Donc voilà, on sait qu'il y a une réserve qui est là et qui est non exploitable à cause des standards, mais la stratégie était là. Et honnêtement, il aurait pu être beaucoup plus haut sur ce podium. Je te propose de passer au match suivant, le match Oh, des il est bien 105. celui-là. Il me plaît bien celui-là. Allez, vas-y, je te laisse attaquer la présentation. Alors, bah, le match des 105, en réalité, on n'avait que deux gros favoris qui se dégageaient. Et en vrai, c'était très très dur de prédire parce que c'est deux styles assez différents, que ce soit dans les livres de manière générale, même dans l'entraînement, dans ce qui est posté, ce qui est prôné, etc. Donc c'est hyper intéressant de voir qui allait au final le jour J être le plus convaincant. Donc d'un côté, on avait Corentin Clément qui est pour le coup un habitué des plateaux, ça fait je pense bientôt 10 ans qu'il fait, voire peut-être 10 ans, je sais pas, qui s'entraîne, qui prône l'hyper spécificité, l'hyper fréquence, l'hyper volume, ce que vous voulez, et qu'on voit s'entraîner tous les jours sur des intensités assez élevées par rapport à ses max en compétition. Et on a en face de lui un Eliam qui pour le coup est plus discret sur ses perfs, qui poste moins, qui entraîne beaucoup plus max, il fait beaucoup moins de volume, beaucoup moins d'intensité, etc. Et donc du coup, c'est deux profils dans l'entraînement qui sont extrêmement différents. Et dans le podcast en plus, ils ont fait un podcast du coup sur Grind Actu où ils étaient invités tous les deux. Et bon, tous les deux ont un petit peu parlé, donc c'était intéressant de voir Liam qui avait annoncé qu'il voulait prendre les 4 records. Donc c'est ambitieux comme discours. C'est- Surtout quand tu sais que t'as des records, t'as des records au squat qui sont quand même costauds. Par exemple, t'as des records au bench. On sait que c'est pas un spécialiste du bench à la base sur le papier. Au final, trop fort quand même. Mais voilà, donc on avait vraiment, je trouve, nos positions de style. Et du coup, deux matchs qui devaient un petit peu être gérés différemment, je pense, des deux côtés. Euh, Euh, moi, finalement, c'est assez vrai sur l'opposition totale, c'est-à-dire qu'il y a un peu tout qui les oppose. C'est-à-dire t'as le style d'entraînement, la façon de communiquer. C'est vrai que dans le podcast, Eliam avait été il mettait beaucoup de pression mentale, de dire, je vais prendre les 4 corps. Il hum, a évoqué 400 kilos au terre, etc. Donc voilà, je trouve qu'il y a une dynamique qui est pas du tout la même où Corentin avait été beaucoup plus ouais. soft et il avait un petit peu refusé un petit peu de rentrer dans le trash talk, qui était pas une mauvaise idée ou quoi, hein, c'est pas un reproche. Non. Mais il y a aussi une différence sur les dynamiques d'athlètes. C'est-à-dire que Corentin Clément, athlète du groupe France depuis qu'il est sub-junior, il est habitué de tous les plateaux, il fait énormément de compétitions et il ressort d'une saison très très chargée, qui est à la fois une saison qui a commencé, on va dire, il y a un an, lors de leur bataille aux France 2024, dont il est ressorti vainqueur, à quelques kilos près. Deuxièmement, il fait champion d'Europe en mars. Puis, il est disqualifié des championnats du monde par une bulle au squat. Puis après, bon, il y a différents Silent Worker Meet. Mais voilà, c'est une saison qui est très chargée et qui est un petit peu en dents de scie. Donc, ils n'arrivent pas du tout sur les mêmes bases. Et du coup, ils doivent renouveler cet affrontement où les cartes ont changé. C'est-à-dire que Eliam, de son côté, cet échec de l'année dernière l'a remotivé. Depuis, il me semble qu'il a fait champion d'Europe U ou champion du monde U. Il a fait 900 kilos de total dans une compétition régionale, donc il arrive un petit peu en montée en puissance, là où Corentin Clément avait très bien commencé avec cette victoire en France et cette victoire en Europe, puis disqualification. Et du coup, je dirais qu'en fait, le partage des forces est beaucoup plus équitable et quasiment à 50-50 en arrivant à la compétition, avec peut-être un avantage mental du côté du challenger, euh, puisqu'il a rien de perdre à plus que sa situation actuelle. Donc voilà, il y a un petit avantage mental. Ensuite, sur la gestion du match, les deux
peuvent jouer les 4 records, hein. Je pense que en Ouais, vérité, c'est complètement. Eliam qui l'a annoncé pour mettre un petit peu de pression pour faire miquer le truc. Mais en vérité, les deux, à chaque fois, ont des points forts sur tous les mouvements. En fait, c'est des Ouais, en athlètes fait, très complets et ils étaient tous les deux sur une fourchette de total estimée entre 9,20 et 9,35, on va dire, ouais. en étant large. Donc euh, il faut vraiment pas lâcher 1 kilo. Et je pense que si on fait le match avant qu'il ne se passe, c'est celui qui va rater un essai va perdre en fait. C'est celui qui va le plus rater l'essai qui va perdre. Bah, euh, pour le coup, en plus, Corentin Clément, on avait aussi des doutes sur des paramètres qui peuvent jouer sur des matchs comme ça, qui est que il fait jamais 3 barres au terre. En compétition, il fait jamais ou quasi jamais, en tout cas 3 barres au deadlift. Il en fait, sauf sur les matchs type Silent Worker Meet, je pense qu'il doit les faire, mais parce que du coup, il s'en fiche s'il en rate, c'est moins important. Alors que du coup, sur les compétitions à enjeu, avec un match, souvent, il se prive volontairement de cette deuxième barre au deadlift et revient sur le plateau sur la troisième en tirant juste ce qu'il faut pour se placer là où il a envie de se placer. Mm. Donc je trouve que c'est une stratégie qui peut s'avérer payante et qui s'est avérée payante aux Europes, typiquement c'est ce qu'il a fait. Et au final, il tire ce qu'il faut, il gagne 9-20. Mais je pense que du coup, si ça passe pas, soit tu restes sur ton opener et du coup tu perds beaucoup de kilos, soit comme là ce qui s'est passé, il s'est fait overturn l'opener, donc il bulle. Donc en fait, je pense que sa stratégie, elle est pas mauvaise par principe, mais je pense qu'elle est quand même, elle comporte plus de risques parce qu'il ne construit pas son match via le terre en fait. Donc déjà, elle implique qu'il ait construit parfaitement son match sur le squat et le bench pour qu'il se dise, bah le terre, tant pis, je vais all-in pour tirer ce qu'il faut. Mais il faut que déjà, au préalable, ton match soit presque parfait, quoi. Parce que si t'as déjà laissé trop de kilos avant, bah ça t'implique de tirer, voilà, un 3,81 qui décolle à peine, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est que en fait, il y a encore autre chose qui les oppose, c'est la gestion de leur compétition. Si on regarde un petit peu le résumé d'Eliam, vous allez sur Open Powerlifting, vous voyez que sur les 2, 3 dernières années, en général, il a en moyenne un 8 sur 9. Voilà. Les pires perfs, on va dire, en termes de barres réussies, sont à 7 sur 9. Les meilleurs sont à 9 sur 9. Donc, il est aux alentours d'un essai raté sur 9. Quand vous regardez le résumé de Corentin Clément, vous voyez beaucoup plus d'erreurs. Et en général, c'est un essai invalidé par lift. Donc, on est déjà sur une moyenne plutôt qui tourne autour de 6 sur 9. Sans oublier, voilà, on a effectivement très souvent au terre des matchs qui sont hachés, mais aussi, si on prend l'exemple de juin, une capacité de bulle dès le squat. Ce qui implique que les standards sont à chaque fois à la limite. On le sait, il a une def qui est très très limite. Pareil au terre, le verrouillage est toujours un petit peu sur la ligne. Donc c'est quelqu'un qui, si vous regardez le résumé, vous voyez un petit peu un total qui varie un peu en dents de scie. Donc il y a un gros risque, soit de sous-perf, c'est-à-dire voilà, si vous tombez sur des arbitres qui sont voilà plutôt sévères, donc voilà, vous n'arrivez pas à les convaincre, vous pouvez totalement vous retrouver à 40 kilos de votre niveau. Hum. Mais à l'inverse, si tout se passe et que vous sortez à chaque fois la bonne paire au standard pile poil, vous pouvez avoir une grosse surperf, en tout cas une surperf, mais afficher un niveau qui est vraiment excellent. Et c'est pour ça on aurait pu estimer qu'il aurait pu aller toucher peut-être 39-40 de total. Ça aurait pas été déconnant, mais voilà, il peut faire le yo, faire une compétition qui est absolument ultra réussie, comme tout à fait ratée en fait. Bah, il en a le niveau, de toute façon, pour faire des 9,40, Ouais, c'est etc. ça. Maintenant le niveau absolu et la capacité à exprimer telle force, c'est une chose. La capacité à le faire en étant convaincant le jour J, c'est déjà pas tout à fait le même exercice. Euh, peut-être que peut-être il y a des au niveau gestion, il a failli un petit peu sur ce plan-là. Je trouve qu'Eliam a été en fait, Eliam est plus prévisible. En fait, il est plus prévisible pour nous. En fait, c'est dur de savoir ce qu'il vaut vraiment. Et c'est pour ça qu'en vrai, je pense que beaucoup de gens ont mis Corentin Clément largement favori. Parce qu'en fait, on sait ce qu'il vaut. On sait que de toute façon, Corentin Clément, on sait que son niveau, il est entre 3,30 et 3,40 à peu près au squat, on va dire 3,35, 3,45 pour être large. Mhm. On sait qu'au bench, ça va valoir en général entre 2,15 et 2,25. Et on sait qu'au terre, entre 3,60 et 3,80 pour faire très large parce que voilà. Que Eliam, on l'a vu faire un 3,15 facile à l'entraînement. Mais en fait, c'est dur de prédire quelle marge il a en fait. C'est très très dur de s'imaginer vraiment à chaque fois, puisque plus vous vous entraînez proche de votre 1RM, plus vous allez pouvoir reproduire
sensiblement la même chose. Vous n'allez pas pouvoir exprimer 20 kilos de plus. Le taper, ça ne va pas vous faire gagner 20 kilos par lift. Voilà. Alors que Eliam, c'était dur. Si on le suit sur les réseaux simplement et qu'on le connaît pas, qu'on s'entraîne pas avec lui, c'est dur de savoir combien il avait. Mais en réalité, si vous regardez les compétitions d'Eliam, effectivement, pour moi, il est plus prévisible. Et on savait que s'il avait tel niveau de force, il aurait tel niveau à exprimer le jour J. Donc, Hmm. ça lui a permis de gérer le match en se disant, j'ai ça au squat à peu près, à quelques kilos près. Donc, c'est une fourchette qui est trop faible pour que ça soit trop risqué, on va dire. Pareil au bench, pareil au terre. Et au final, vous regardez ces essais, ils sont tous durs sans être vraiment des grinds d'infini, quoi. Donc, ça, c'était parfait. Ça lui a permis d'assurer le 9 sur 9 en réalité. Et je Ouais. pense que c'était le match, je pense que c'était le match à faire. Pour moi, je pense que c'est presque le meilleur match des France, enfin top 3 je pense en termes de gestion de son niveau et de sa forme. À mon avis, c'est j'irai avec Balthazar qu'on a mis avant. Je pense qu'il le challenge hein, sur ce plan-là. J'ai pas grand-chose à dire sur le match d'Eliam pour le coup. Ouais, c'est sûr que c'est le match parfait. Mais du coup, on va revenir sur deux ou trois événements, même dans le match de Ouais. Corentin Clément. Le premier, en vérité, comme tu l'as dit, tu l'as expliqué pour le deadlift, c'est-à-dire une capacité, en tout cas l'option à chaque fois de mettre ce qu'il faut pour matcher l'adversaire. Mais en vérité, c'est ce qui s'est passé dès le squat, parce que deuxième essai invalidé, et du coup, il décide de mettre 15 kg et demi supplémentaires pour faire 3,40,5, qui était probablement son top N en termes de force, mais prendre le risque de se retrouver juste avec l'opener. C'est quand même un risque énorme. À la fois le risque sur la force de pouvoir faire 3,40,5, mais à la fois le risque sur les standards de pouvoir se faire invalider. Donc, la décision peut-être la plus sage aurait été de mettre 3,25 ou peut-être un 3,30 à la limite de la limite pour essayer d'assurer de perdre le moins de kilos possible. Quand Eliam a fait du coup 3,33, donc essayer de matcher. Vous savez que ils ont à peu près la même force au bench et à peu près la même force au terre, donc il y a rien qui presse et le but c'est de perdre le moins de kilos possible. Là, il s'est mis un petit peu tout seul dans une partie risquée. L'avantage c'est qu'il valide son 3,40 et du coup il repart avec 7 kg et demi d'avance. Derrière au bench, même erreur. C'est-à-dire, sauf que cette fois-ci, pas le même scénario. Le deuxième bench est invalidé. Le troisième bench, il tente encore plus lourd pour matcher Eliam et être 1 kg derrière Eliam, du coup conserver 6,5 kg d'avance. Sauf que là, le troisième bench est invalidé. Du coup, il se retrouve à 205. Et du coup, là, il prend l'option inverse, c'est-à-dire qu'il perd 12 kilos alors qu'il avait 7 kilos d'avance. Il se retrouve en retard. Et du coup, et là, on peut regarder du coup qui a le plus gros numéro de lot. C'était Eliam. Okay, donc, en cas d'égalité de barre au soulevé de terre, il allait tirer après. Ça veut dire que Corentin est obligé, s'il veut gagner, en tout cas sans erreur de la part d'Eliam, il est obligé Annoncé plus haut, ouais. d'annoncer plus haut et donc peut-être un cran au-delà de cette capacité ou d'être beaucoup plus sur la limite. Et Eliam peut essayer de le repousser un petit peu à pousser toujours plus haut, tirer toujours plus haut, tirer toujours plus haut. Et du coup, ça donne un match au terre où il fait 320 refusé Ouais. ou overturn, je ne sais plus, Ouais, 355 refusé. Overturn, ouais, peut-être, je sais plus. Donc, première barre, deuxième barre refusée, et du coup, la troisième barre, il tente le tout pour le tout à 3,81, et là, pour le coup, c'était un petit Ouais. peu trop lourd, donc c'était, voilà, je pense que pareil, un petit peu comme dans le cas de Pana qui a laissé 12 kilos au bench, donc potentiellement 5 ou 7 supplémentaires, là, je pense que, évidemment, sur ce bench-là, où il perd au final 12 kilos par rapport à ce qu'il a annoncé, ça le met un petit peu dans le rouge pour tirer quelque chose qui est tout juste au-delà de ses capacités. Maintenant, la question qui est intéressante, c'est, il y a en tout cas une question qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'est-ce qui se passe quel scénario on peut envisager d'autre dans ce cas-là quand on s'imagine qu'on va pas pouvoir gagner, mais qu'on n'a validé aucune barre, qu'on risque de buller. Dans ce scénario-là, on peut envisager deux options. Soit la première qu'a envisagé Corentin, c'est-à-dire de tirer le tout pour le tout, soit de quand même assurer une deuxième place en retentant une barre plus basse et, dans ce cas, valider un minima Europe ou monde et se garder une option de réserve potentiellement si on lui cède pas, mais si l'adversaire, donc Eliam, se blesse courant janvier et que Corentin avait fait les minima, il aurait pu être envoyé en réserviste ou voilà, s'ouvrir encore un champ des compétitions. C'est-à-dire que là, quoi qu'il arrive, Corentin est condamné à ne pas faire de saison internationale. Donc la prochaine fois qu'on va le revoir, ce sera aux France l'année prochaine. Voilà, je voulais t'ouvrir un peu la question, sachant que 355, le deuxième essai, lui validait les minima Europe, et avec 365, du coup, les minima monde, ce qui est peut-être à sa portée. Voilà, je te pose la question. Moi, honnêtement,
après la deuxième barre, ou en tout cas après la deuxième barre, je me serais peut-être rabattu sur la deuxième option en disant, ok, c'est pas grave, aujourd'hui on a perdu. Ok, de toute façon, voilà, on a tenté le tout pour le tout au squat, c'est passé. On a tenté le tout pour le tout au bench, c'est pas passé. Là, on se retrouve dans une position délicate. On se rabat sur la deuxième option. On perd, on laisse un petit peu la victoire, mais on valide l'espoir de faire une saison internationale derrière. Je voulais ouvrir un peu la question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là, mais je voulais t'ouvrir la question de savoir qu'est-ce que tu aurais fait, hein. Bah déjà, pour moi, faut quand même mettre dans l'équation que, en fait, il y a des faits de match aussi, notamment son bench, son deuxième bench, où en fait son deuxième bench, celui le rate, je sais pas si vous avez regardé le live ou si vous avez pu voir une vidéo, mais de toute façon sur la battle des 105, vous le voyez sur la vidéo de White Lake Media. En fait, il descend et il peut pas descendre. Je pense que je sais pas si c'est dans le rack ou dans la goupille que sa barre ou son pont en fait est tenu. Et en fait, du coup, il descend pas. Et au moment où il décale sa barre pour descendre, bah, elle lui tombe dessus. Enfin, en fait, en réalité, c'est pas vraiment, je dirais, un mauvais choix de mettre 2,12. Je trouve que même c'est plutôt un choix intelligent après un 2,5 qui bouge bien. Après, il y a toujours la question de mettre 2,17, mais à mon avis, 2,12 pour lui, c'était quand même facile. Donc il s'est dit, 2,17, c'est une barre que j'ai passé peut-être pas mal de fois en entraînement, je vais quand même la mettre, ça me permettra de me prendre 5 kilos quand même d'avance sur le total, ce qui au final n'est pas passé. Et effectivement, du coup, la finalité questionne, alors qu'en réalité, je pense que à ce moment-là du match, c'était pas un mauvais choix de sa part de le faire. Tu vois? Ok. Je pense que bon, évidemment, là, on est à froid, plus dans le match, donc on se dit en fait, bah, il perd des kilos. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, je pense que dans sa tête, c'est pas forcément déconnant. Maintenant, sur le squat, pareil, je pense que c'était un bon choix d'aller chercher les 3,40 parce que au mythe, il avait passé 3,45 qui en plus avait bien bougé. Alors, la depth c'était limite, mais la depth c'était pas non plus super haute quoi. Donc, on savait que 3,40, dans un bon jour, ce qu'il a dû sentir, bon, ça devait passer. Chose qui a été bien faite. Maintenant, sur le terre, pour revenir à ta question, moi, perso, bah, en fait, je pense que ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel l'athlète va se retrouver à ce moment-là. Est-ce que est-ce qu'il est venu pour le titre et rien d'autre et quoi qu'il en soit, il sera déçu s'il est deuxième. Dans ce cas-là, bah tu all-in, tant pis. Ou alors, est-ce que euh, je pense que par exemple dans le cas, si j'avais été dans la position d'Eliam, où il nous parle depuis un an ou deux de son singlet France et pour lui c'est important de réussir à représenter l'équipe de France, quitte à ce que ça soit seulement entre gros guillemets aux Europes. Je tire un peu moins et j'abandonne la première place, tant pis. Je pense qu'en fait, soit on fait le choix raisonnable, soit ce qui est celui-ci, soit on a très envie de la première place et on se dit, en fait, la deuxième, c'est une place de perdant, je la veux pas. C'est dur, en vrai, je pense que ça dépend vraiment de l'athlète face auquel on se trouve. Moi, si j'étais amené à me trouver dans une telle situation, euh, je pense, si j'ai dans mon esprit, j'ai plus de chances de pouvoir tirer, de pouvoir réussir 3,81 dans son cas, que de la rater, j'y vais. Si je pense que c'est vraiment risqué et que c'est juste un all-in par principe, bah je pense que je prends l'option 2 quoi. Ça dépend Ok. aussi vraiment de mon ressenti. Après là, dans le cas où t'es en train de buller, je sais pas quand même. Tu vois? Voilà, c'est tout l'enjeu de la question. C'est que là t'es en train de C'est, buller. Mais je pense que ouais, ça dépend vraiment de comment tu vois le match. Je pense que Corentin Clément, il n'y avait pas d'option de peut-être faire de l'inter si on est deuxième. Enfin, tu vois, à mon avis, c'est même pas. Je pense que c'est même pas envisagé de son côté, j'imagine, tu vois. et aussi, on a une inconnue, c'est-à-dire que on sait pas à quel point il peut tirer. C'est-à-dire que lui, peut-être que il a une barre qu'il a fait à l'entraînement, qui le conforte. Peut-être qu'il a déjà touché à l'entraînement, tout ça. Je suis pas de près, mais peut-être que à l'entraînement, il a fait un 3,90, tu vois, et il se dit bon bah, c'est dans mes cordes. Ouais, Et ou qu'il même n'envisage même pas l'idée d'échouer. Donc voilà. Mais voilà, c'était un intéressant risque. de te dire, tes coachs là, au moment de mettre le troisième ticket, tu dis bon, qu'est-ce qu'on fait là? C'est vrai que moi, quand j'ai vu le match, je me suis dit, oula, mais il tente le tout pour le tout en sachant que peut-être sa saison est terminée. C'est après, comme tu dis, peut-être que il est entre guillemets habitué à avoir le Singlet France. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans le groupe France depuis très longtemps, qui fait beaucoup de compétitions à terre. Peut-être qu'une période un peu off, peut-être que voilà, tout ça sans avoir de grosses échéances, ça peut te permettre de travailler aussi. C'est peut-être voilà comment tu gères le truc et tu envisages une saison et une carrière. C'est vrai qu'au final, une saison où tu fais pas de l'inter sur 15 ou 20 saisons de carrière, ça représente rien. Et Mais c'est vrai honnêtement, qu'à l'instant, voilà, c'était une petite pensée que j'avais. Je je te savais propose qu'il était d'attaquer en train de. le troisième match.
Personnellement, Ou je t'avais sais encore que quelque chose à dire? Clément allait tirer 3,80. J'ai aucun doute sur le fait qu'il fasse le choix de all-in, tu vois. Ok. Toi, tu Vu le penses qu'il verso. était convaincu qu'il l'avait vraiment? Ouais. De toute façon, il n'y a pas d'autre option, quoi. C'est. Oui, oui. Pour moi, il allait pas tenter la deuxième place, quoi. Ok. Le connaissant, enfin, connaissant, je le connais pas personnellement. Mais Ouais, voilà. ce qu'on peut voir de lui, effectivement, ça a l'air, Oui, c'est un truc comme ça, ça quoi. reste cohérent avec le personnage. Ok. Troisième match. 120. Alors, en vrai, pour le coup, j'avais moins de vraies idées du match. Donc, si je te laisse introduire, si jamais tu as Ok. plus d'idées que moi. Ouais, parce que moi, ouais, c'était peut-être le match qui m'intriguait le plus au final, parce que c'est pareil. euh, c'est deux profils totalement différents. De la même manière, en fait, c'est un petit peu un remake des 105, en fait, ce 120. C'est-à-dire que il y a un mec qui monte, qui affiche un très gros potentiel en termes de force, la Brutus, Antoine, Brutus, je sais pas comment on va l'appeler. On va l'appeler Brutus parce que si je dis Antoine, c'est toi. mais Ouais, euh, c'est bien. ouais, Brutus qui a un potentiel de force qui semble, dans l'absolu, là, comme ça, de ce qu'on peut voir, qui semble peut-être un peu plus haut que Nicolas Perrault. Mais il a beaucoup moins d'expérience, surtout pas l'expérience qu'il a au niveau international. Donc Ouais, la des matchs en gestion, jeu. voilà, Nicolas, les matchs en jeu, il y en a quoi. très peu eu. Il y a eu le match à 2023 France Junior à Nancy, qui était un match un peu serré, mais au final, Il a fini bon, vite, hein, de mémoire, hein. voilà, ça a fini très vite. Sur le papier, c'était un match à enjeu, un match très serré. Il me semble que c'est Andy Richon, le deuxième, mais bref. Peut-être. Mais je crois qu'au final, dès le premier, deuxième terce, c'était un petit peu bâclé. Donc finalement, voilà, il manque un petit peu ce truc-là de dire dans une décision, typiquement ce qu'on a vu avec Corentin Clément, là, la décision de all-in, d'être sous pression, de dire tiens, est-ce que là j'ai raté une barre, est-ce que je monte, est-ce que je descends, enfin, je descends, mais est-ce que je refais la même, est-ce que je monte. Tout ça, c'est des décisions. Il faut avoir vu, il faut avoir réfléchi le truc. Et pour le coup, ça, c'était plutôt du côté de Nicolas qui lui, depuis, j'ai fait une petite recherche. Il a fait une compète tous les 4 mois en moyenne. Depuis 2021, depuis février 2021, il fait une compète tous les 4 mois et que des compètes nationales ou internationales. Donc c'est que des compètes à enjeu, ce qui veut dire que des prépas répétés, que des matchs ultra serrés, à part peut-être pour les France, on va dire. Mais bon, c'est que des matchs où il montre à chaque fois son top niveau, son top niveau, son top niveau, son top niveau. Ouais. Voilà, c'était vraiment une grosse différence. Ce qu'on peut dire avant le match, c'est on savait plus ou moins que Brutus allait tirer en dernier au terme, ce qui lui donnait quand même un petit avantage. Et donc je pense que c'est exactement le remake des 105, c'est celui qui va louper un essai va se retrouver en mauvaise posture en vérité. Parce que tu as des avantages qui sont un petit peu, comment dire, partagés. Okay. C'est-à-dire que Perrault est plus léger, mais il a le plus grand numéro de dos. Mhm. Mais il a une réserve de force au deadlift qui est peut-être un petit peu moins. Donc, l'un dans l'autre, il va peut-être pas tirer en dernier. Donc voilà. C'était un peu les interrogations que j'avais. Au final, quand on voit le match, ben, en fait, c'était une redite, presque une redite des 105. C'est-à-dire que on a le challenger qui arrive et qui fait un sans faute, 9 sur 9, avec exactement les mêmes barres à chaque fois, enfin les bonnes barres, les bons choix de barres à chaque fois. Et on a là pour le coup le favori qui lui a fait un match parfait jusqu'à la fin. Il a loupé son troisième bench, okay, qui lui fait perdre 5 kilos, qui à mon avis sont 5 kilos très précieux. Mais je vois pas d'erreur dans le choix de barre pour son troisième bench. Okay, c'est purement la force, c'est vraiment limite. Et pareil, du coup, le troisième terre qui essaye de l'obliger à valider les minima mondes à 930. Okay. Donc là, pour le coup, on se retrouve dans une situation comme en 105 où Perrault se dit, je peux pas buller, évidemment, mais par contre, je veux, quoi qu'il arrive, essayer d'assurer le minima monde pour être éligible, que je gagne ou que je perde. Mon choix se porte sur la barre qui va me faire accéder au minima monde. Donc je trouve il y a presque un double degré de réflexion dans ce match qui était super intéressant. Et du coup, bon, il le loupe à la force. Et derrière, Botus est obligé de mettre 500 grammes de plus, un pour s'assurer le titre de champion de France, mais il aurait pu Mais surtout s'arrêter pour et ne pas la tirer. Il aurait pu ne pas la tirer et être champion de France avec 917,5. oui, gagner quand même. Mais il doit aussi valider le minimum. Donc je pense que Ouais. voilà, Donc, il y a à la obligé de fois tirer sur Ouais. l'affrontement direct plus les minima, ce qu'il y avait peut-être un petit peu moins dans le match des 105 parce que les minima étaient plus abordables pour les athlètes qui tiraient. Donc je suis franchement, on a vu un match hyper professionnel. En vérité, un qui fait 9 sur 9, l'autre qui fait 7 sur 9, mais pas de mauvais choix de barre. Donc Ouais. ouais, j'ai vu un match vraiment excellent.
je trouve que déjà l'analyse à la base, enfin, du match en lui-même, c'est que j'ai vraiment trouvé, et ça rejoint ce que tu disais sur le nombre de compétitions, je trouvais un Nicolas Perrault un peu fatigué. Tu vois, dès les, normalement, je trouve qu'il a toujours plus de marge que ça sur ses lifts. Là, tu vois, dès les deuxièmes barres, on sentait qu'il y avait plus grand-chose dans le moteur, tu vois. Comparativement, tu vois, à l'année dernière, on a l'impression qu'en fait, il déroule et que Brutus, en fait, il a aucune chance très vite, tu vois. Je trouve de mémoire, l'année dernière, il lui met vraiment, alors, bon, en plus, c'est beaucoup plus fort, hein, mais même dans le match en lui-même, j'ai l'impression que Nicolas Perrault, je pense qu'il avait aussi, niveau motivationnel, il était un peu moins dedans. Il a dit qu'il avait eu du mal à se relancer post-World Games, etc. Je pense qu'en vrai, il en a vraiment pâti parce que là, ça aurait pu passer s'il n'avait pas un adversaire de ce niveau-là. Si Brutus n'arrive pas à ce niveau, je pense que ça peut passer malgré tout. Mais je pense que Nicolas Perrault, il doit arriver là, aujourd'hui, dans le meilleur niveau de sa vie, parce que derrière, le mec en face, déjà, il arrive, il sort de junior, c'est 2 ans qu'il est plus junior à peine, quoi. Euh, T'as l'impression qu'il prend encore 80 kilos par an. Tu te dis, comment c'est possible? Bah, en fait, ouais. En fait, c'est C'est aussi dur. l'affrontement C'est dur de un d'estimer. mec qui C'est est dur au top de d'estimer. son art depuis quelques années, Ouais. voilà, et qui veut se maintenir et faire des très légers progrès de quelques kilos en compétition. Et l'autre qui est en pleine phase de progression, qui sort de junior et qui est dans une dynamique exceptionnelle. Donc, ouais, il faut faire le match parfait, en fait. Il Le faut que les match. deux soient au max de leur niveau pour espérer quelque chose. Et c'est vrai qu'il avait annoncé qu'il aurait fait une pause après les World Games si ça tenait qu'à lui. Mais c'est vrai que le challenge et tout le monde espérant enfin un affrontement en 120, ce qu'on n'avait pas eu depuis des années pour le titre, ça l'avait remis un petit peu dans le truc, mais voilà, Pas s'il avait suffisamment, écouté je son pense, corps et hein. son esprit, il l'aurait pas fait. Après, il sort quand même avec un total à 915, ce qui est monstrueux, Oui, ce qui est reste, monstrueux. ce qui reste exceptionnel. Non, mais, de toute façon, tous les totaux qui sont faits sur les matchs, même les derniers, entre guillemets, à chaque fois des matchs en question, c'est quand même. Enfin, faut se rendre compte de ce qui est sorti parce que Yann Puget, qui est dernier de son truc, ça reste un 7,25 en 74. Faut quand même mettre aussi en parallèle à chaque fois Ouais, non, mais c'est bien le sûr le niveau niveau absolu du truc. absolu. Et en fait, c'est aussi des gestions de match. Et en face d'eux, il y a aussi d'autres ovnis, en fait. C'est ça surtout qu'il faut mettre dans l'équation. Je trouve qu'Antoine, du coup, Brutus a vraiment fait le match parfait. En fait, je trouve qu'au final, tous les challengers ont fait à peu près, en tout cas dans les 2 dernières KT, les 2 grosses KT, on fait vraiment les matchs parfaits, avec la marge qu'il fallait, les barres parfaitement choisies. Et typiquement, ça avait été moins le cas l'année dernière du côté de Brutus, même si de toute façon, je pense qu'il aurait perdu. Mais là, j'ai trouvé que cette année, il a vraiment fait. Alors, déjà, en termes de progression, c'est faramineux, mais même en termes de choix, j'ai trouvé que. Enfin, c'était intelligent, c'était judicieux à chaque fois. Je me suis dit, mais la barre qu'il faut, même, tu vois, sur le squat, je pense qu'il allait taper un petit 3,30. Sur le 3,27, tu vois, on va pas chercher plus pour avoir le chiffre rond, pour avoir le truc. C'est Et au final, sur l'ensemble de la compétition, c'est là où il gagne, c'est parce qu'en fait, bah, il fait le 9 sur 9, il laisse rien passer, et en fait, sur le deadlift, il arrive à pousser Nicolas à la faute, quoi, je trouve. Mais arrivé jusqu'au deadlift, Nicolas a fait 5 sur 6, et lui a fait Ouais. 6 sur 6. Ils sont au même niveau, et on sait qu'au terre, ils sont proches, voire Brutus une petite avance, donc il avait simplement en fait à matcher ce que faisait Perrault et gagner. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, plus que le match en lui-même en termes de charge, c'est que j'ai trouvé vraiment le match de Brutus. Moi, je suis assez impressionné en réalité par là où, à la différence d'Eliam, où on a toujours vu des matchs parfaitement gérés de la part d'Eliam, enfin quasiment, tu vois. Là, Brutus, je trouve qu'il y a une énorme évolution si tu regardes sur les 2 dernières années. Euh, Avant, il y avait des essais un petit peu ambitieux, des bulles, des machins. Là, je trouve que je sais pas si c'est l'implication personnelle qui y met, le sérieux, machin. Mais en tout cas, je trouve que tous ces matchs sont. On est sur une pente ascendante. Et presque là, c'est l'aboutissement de venir chercher le mastodonte en titre de sa catégorie. En disant là, maintenant, je suis arrivé à l'apogée en termes de gestion, de niveau. Enfin, l'apogée pour le moment, en tout cas, j'ai jamais été aussi bien, aussi régulier, aussi prédictible sur tout ce que je fais. Je suis prêt à aller le faire. Et il le fait au moment où, bah, du coup, il gère un match parfait. Et son concurrent en face fait pas tout à fait ce qu'il faut. Et tu vas le chercher parce que toi, justement, t'as été. Je trouve que c'est bien. Et au final, je suis content de cette victoire qui, sur le jour J, je trouve est bien représentative d'une bonne gestion de match, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Au final, est-ce qu'on peut en fait calquer un concept qu'on applique jamais dans ce sport, mais quasiment dans tous les autres, c'est la maturité en fait. Ouais, La prise complètement. d'expérience, la maturité. On en parle tout le temps dans les autres sports, c'est-à-dire que voilà, on sort de junior,
il nous faut quelques années open, il faut voir plusieurs matchs, faire plusieurs matchs, progresser, faire des erreurs, pour qu'au bout d'un moment, on arrive à quelque chose où, ok, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire, et finalement, c'est ce qui ressort de ce match, c'est la maturité avec laquelle il a géré ce match de bout en bout. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la conclusion et qu'on se dise, est-ce qu'il y a des leçons générales en analysant ces trois matchs? Parce que c'est les matchs qui nous ont le plus marqué, mais en vérité, il y avait énormément de matchs qu'on aurait pu analyser. On aurait pu analyser les 83 aussi, que ça s'est joué jusqu'à la dernière minute, mais en vérité, le, le concurrent principal, donc Matisse, était un petit peu blessé un petit peu avant. Voilà, c'était pas au mieux de sa forme, donc on voulait vraiment analyser des gens qui étaient au top de leur forme. On aurait pu Qu'est-ce qu'on peut analyser une ressortir? catégorie féminine. On aurait pu analyser une catégorie féminine. C'est pas une Exactement. volonté de pas analyser de catégorie féminine. C'est que pour le coup, j'ai pas trouvé de match aussi haletant en termes de proximité de niveau et de stratégie qui était vraiment intéressant. J'ai pas fait tous les matchs, même chez les masculins, j'ai pas fait tous les Voilà, matchs. là, tu vas t'attirer les foudres des féminines. Là, Non, mais même chez les t'es hommes, tu fou de vois, dire ça, mais t'es fou. Là, tu nous as il y a grillé. plein Là. de matchs que j'ai pas suivis. En vrai, il y a des matchs que j'ai pas suivis, donc j'ai pas envie d'aller regarder les feuilles de match et dire putain, j'aurais fait ça. J'aime bien aussi parler avec ce que j'ai vu aussi dans le feu de l'action, parce que je trouve que c'est bien d'avoir aussi ce côté un peu émotionnel dans l'analyse, te dire ok, là, voilà comment on le voyait à ce moment-là, et pas voilà comment on l'a vu à froid après avoir déjà connu le champion en titre, bon, enfin le champion de la catégorie. Bon, là je trouve que c'est intéressant parce que, enfin moi en tout cas les trois matchs là, je les ai vécus en direct. Je sais pas, je pense que toi aussi. Ouais, Et du coup, je trouve que ça apporte une dimension autre aussi de se dire qu'est-ce qu'on s'est dit sur le moment en fait. ouais, exactement. Mais du coup, moi, j'ai deux leçons ou deux apprentissages, on va dire. Ouais. Le premier, c'est que les trois gagnants, là, bah, ils ont fait 9 sur 9. Et je trouve que c'est cette dernière année ou les deux dernières années, il y a eu un petit peu une mode ou un truc qui s'est répandu de dire que finalement, faire 9 sur 9 ou essayer de maximiser le nombre d'essais, c'était pas si important que ça pour gagner des matchs et la progression. Et moi, j'ai jamais trop compris l'idée que oui, si on fait un 6 ou 7 sur 9, c'est mieux que faire un 9 sur 9. C'est-à-dire non. C'est-à-dire qu'il y a des kilos que tu as perdu quelque part et que tu aurais pu gratter, ne serait-ce que des 2,5. Si tu grattes 2,5 sur les 3 moments, à la fin, ça te fait 7,5 de plus. Ce qui te met peut-être, qui te fait peut-être gagner ou perdre une place. Enfin voilà. Donc j'ai jamais trop compris ce truc. Donc ça, pour moi, c'est le premier enseignement et Mhm. c'est une base à laquelle tout le monde devrait avoir en tête. Si tu veux faire le plus beau match qui existe et te mettre toutes les chances de ton côté, il faut réussir les 9 essais. Évidemment, ça ne veut pas dire que les 9 essais doivent être conservatifs. Il ne s'agit pas, dans ce cas-là, de faire des compètes RPE6, mais d'essayer d'être sûr que quand vous allez charger une barre, vous allez être capable de la faire. Et pas, oui, oui, ça je l'ai, mais c'est pas au standard. Mais je l'ai fait dans des conditions, j'ai fait mon dead avec sangle, machin truc, je l'ai fait une fois, machin. Non, que vous avez une réelle chance de soulever la barre et de la valider quand vous la chargez. Deuxième enseignement, deuxième truc, après, je me tais, mais le deuxième truc, c'est le fait que parfois, il faut peut-être un petit peu regarder derrière. Et les trois matchs qu'on a vus là, à chaque fois, tous les protagonistes ont regardé devant eux. C'est-à-dire qu'ils cherchaient toujours à rattraper ou mettre plus que l'autre pour gratter une place. Et au final, bon, on peut le voir, on a pu le voir avec peut-être l'exemple des 105, que peut-être regarder derrière de temps en temps pour assurer une place, ça peut sauver une saison et faire une saison internationale. Mais aussi, dans le match des 74, on peut se dire, bah, tiens, les essais ambitieux, tu vois, par exemple, Panao Bench, de faire un essai de 12 kilos pour essayer de matcher et de se rapprocher le plus possible du premier, tu vois, aurait pu être, ça lui a coûté la deuxième place et se dire, attends, je regarde derrière, il y a peut-être un mec qui va sortir un deadlift monstrueux. C'est pas sûr, hein, mais peut-être qu'il va le faire. Viens, je gratte mes 5-7 kilos au bench, tranquille, et j'essaye de mettre le maximum de mon côté. Et on revient, en fait, les deux enseignements se chevauchent à dire, bah, il faut réussir le maximum d'essais. C'est un peu la même finalité, mais tiens, de dire, il n'y a pas que la première place qui compte. C'est un championnat, donc chaque place, elle vaut de l'or, en fait. Et là, dans ce cas-là, bah, ça coûte une place, quoi. Bah, en fait, je trouve que pour revenir sur le débat du 9 sur 9, t'as eu un peu des deux. T'as eu ceux qui prônaient absolument le 9 sur 9 et limite, c'était vraiment la priorité absolue en compétition. Et t'avais ceux qui disaient que bon, on s'en foutait un peu. Parce qu'en vrai, je pense que, comme d'hab, la réalité est un peu plus nuancée. Et je pense que bah, c'est bien de faire 9 sur 9 parce que tu maximises potentiellement tes chances. Maintenant, tu peux, des fois, c'est vrai, te retrouver avec le même total en ayant fait 7 ou 8 quoi. Donc en fait, Alors, en fait, je pense que 9 sur 9, c'est quasiment obligatoire quand tu es le leader du truc. C'est-à-dire, quand les autres attendent ton erreur, tu dois absolument pas leur donner.
Ah oui, alors ça dépend. Oui, Quand, effectivement, ça dépend de quand la tu position. chasses le mec, quand tu chasses le mec et tu dis, bah, j'ai fait mon dernier essai au terre, je dois essayer de le rattraper, c'est pas une honte de le louper parce que tu tentes pour gratter une place, pour gratter un titre. Ça, évidemment, on parle pas de ce 8 sur 9 là, mais en vérité, on devrait pas voir en dessous de 8 sur 9, en vérité. Si tu réfléchis, c'est toute la compétition, tu dois matcher, gratter, dégrader des kilos pour t'ouvrir une fenêtre. Et quoi qu'il se passe, le pire résultat, évidemment, il y a des standards, il y a des problèmes de force, il faut jouer avec le feu, il y a une partie de, voilà, on est un peu sur la ligne. Évidemment que c'est pas noir ou blanc, mais il y a une idée de le match parfait, c'est soit 9 sur 9 et tu gagnes, soit 8 sur 9 et t'as perdu en essayant de gagner. Tu vois, c'est un petit peu ça le truc. Ouais. Après, on a du coup ce truc de. Parce que là, le 9 sur 9 pour moi, c'est un débat qui sort du cadre d'un match à jouer, en fait. Je pense que c'est pour ça aussi. Alors, moi, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, je l'ai vu dans un cadre, par exemple, d'une compétition régionale pour soi où on n'a pas forcément d'enjeu. Est-ce que du coup, est-ce que ça vaut le coup de tenter à tout prix le 9 sur 9 ou des fois, dire, vas-y, à la troisième barre, j'ai envie de tenter ce chiffre rond, bah ça me fait plaisir. Tu vois? Attends. Antoine, regarde-moi dans les yeux, là. Regarde-moi dans les yeux. Ok? Ta Hmm. dernière compète, là, à Cognac. T'avais un adversaire. Ok? Qu'est-ce qui t'a mis à l'abri de cet adversaire? C'est que t'as fait les chiffres ronds que tu voulais en tête. Est-ce que t'as tiré 2,20 au terre? Ou t'as tiré 2,15 et t'as assuré ta place en faisant un 8 sur 9? Ah non, mais moi, je suis d'accord. Moi, mais il y avait un match. Tu vois. Oui, il y avait un match, mais On n'est qu'est-ce pas qui a dans le mis? cadre d'une compétition où on fait ce qu'on veut, tu vois, où en fait, j'aurais pu te dire, moi, le match, je m'en fous, je veux tirer ça Non, parce que. oui, d'accord, mais si on repart du moment où on s'est parlé dans la salle de chauffe et on dit on joue le match parce que le mec en face il va jouer le match, ok? On est d'accord de ça. Est-ce que le mec en face a un potentiel de force, un niveau de force qui était plus élevé que toi au départ de la compétition? Moi je pense que oui. Oui. C'est-à-dire qu'il avait la capacité de faire 5,30 en termes de force absolue. On est d'accord. Mhm. Toi tu l'avais pas sur le jour J. Enfin, on sait pas s'il avait vraiment la capacité de faire 130, mais. En tout cas, je pense qu'il était un petit peu en devant. Maintenant, il a loupé au moins un ou deux squats, il a loupé un bench, il a loupé un terre. Bon, et ben toi, t'empilais. À part le troisième bench qui nous fait perdre 5 kilos, voilà, mais parce que, voilà, bon bref. Au final, tu fais un 8 sur 9. Le troisième était au terre. Si tu le ratais, il pouvait te rattraper, tu vois. Hmm. Donc, on l'avait pas assuré, mais parce qu'on voulait assurer. C'est-à-dire, si tu le loupes, quoi qu'il arrive, t'es mort. Donc, il faut choisir un essai un petit peu conservatif. Et t'aurais pu mettre 2,17, t'aurais pu mettre 2,20, peut-être même 2,22, t'aurais pu le tirer. Par contre, j'ai dit, attends, viens, on assure le 2,15. Tu rentres chez toi, t'es content de t'as fait ton plus gros total, t'as gagné le match contre ce mec, et voilà, bravo, hein. Ah non, mais moi, là, dans ce contexte, du coup, là où t'as un match, je suis d'accord qu'il faut gratter le plus de kilos possible. Mais, euh, on aurait pu se dire, on s'en fout du match. Tu vois, je veux dire, c'est que si, par Ouais, exemple, ouais, ouais. tu vois, dans Je, le cas où tu t'en fous et que tu veux juste jouer pour toi parce que t'as envie de tenter, par exemple, non, bien sûr, absolument bien le sûr. classement, j'en sais rien, tu vois, bon, Non, bah. là, évidemment, je parlais parce que on a fait cette analyse dans le cadre d'un championnat, Mais tu effectivement, vois. pour moi, s'il y a un match, Donc, évidemment que si tu veux te mettre une troisième barre, tu veux te mettre, je sais pas, 2,50 parce que c'est un gros palier et que ça parle à tout le monde et que tu as envie de mettre 2,50, même si tu sais qu'il y a peu de chances que tu la passes, bah, fais-toi plaisir, mets ton 2,50, soit, oui, enfin, bien c'est, sûr. Voilà. voilà. De toute façon, des chiffres Évidemment, je parle pas de ce genre de match, mais quand on joue un championnat, que tu joues une place ou que tu as décidé, peut-être c'est avec ton pote, peut-être que c'est avec un mec que tu connais et vous vous tirez un peu la bourre, bah là, tu peux pas te dire, je vais faire 6 sur 9 et gagner. C'est compliqué. Ou alors le mec fait 4 sur 9. mais de toute façon, pour moi, le match, pour moi, il existe autant de gestion de match possible qu'il existe de configuration de match possible. Donc, de toute manière, pour moi, la clé, c'est d'être capable d'analyser euh, en amont le match. Est-ce que vous avez envie de jouer, comment vous avez envie de le jouer, et du coup d'agir en conséquence, pas de changer votre fusil d'épaule hein, en cours de match. Ouais, au bench, finalement, on va tenter ça, finalement, on va faire ça. Non, on Ah non, établit une c'est sûr. stratégie en amont, et après on joue dans cette direction-là en étant le plus intelligent et le plus précis possible. Mais encore une fois, il faut juste que vous définissiez les objectifs de votre compétition en amont, quelle que soit la compétition d'ailleurs. Hein, c'est pas, là, il n'y a pas besoin de jouer contre le champion de France en titre pour établir des objectifs précis en compétition. Une compétition, ça se prépare et surtout, ça se gère bien, si possible, du mieux possible en tout cas, indépendamment du niveau et de l'enjeu de la compétition. Ça peut être un enjeu personnel, ça peut être un enjeu régional, ça peut être un enjeu mondial, ça peut être un enjeu de record si vous êtes à Sheffield. Bon, pas beaucoup de gens de Sheffield, je pense, qui écouteront ça, mais voilà. En fait, Si on vous s'en avez fout. fait Sheffield et que vous écoutez le podcast, laissez un commentaire. Ouais, mais vous pouvez laisser aussi si vous avez pas fait chaud, parce que sinon il y aura personne qui va commenter. Laissez un commentaire si vous avez déjà fait un open régional. Tu vois, là je maximise l'interaction.
c'est fort, c'est fort. Non, C'est enfin voilà, coach marketing qu'il faut faire. la communication. Non, mais enfin voilà, pour moi, la vraie conclusion qu'on peut donner, c'est que en réalité, sur quasiment tous les matchs qui ont été joués, sauf énorme avance, type, je veux dire, un Tiffany Chapon ou un Balthazar, c'était que des matchs parfaits. Alors Balthazar fait un match parfait, Tiffany aussi, mais il n'était pas dans le cadre du besoin du match parfait pour gagner. Mais pour maximiser, donc là pour le coup, Balthazar, ce match parfait lui permet de faire 800, ce qui est quand même pas rien, hein, en 74 juniors, Mais au final, je suis pas tellement d'accord avec toi sur ce dernier argument. Alors, c'est au contexte que j'ignore, c'est-à-dire que les champions, ils sont pas assurés d'aller à l'Inter non plus. C'est-à-dire que tu dois quand même maximiser ton total pour entrer dans le top 8. Bon, je pense que Balthazar avec 800, il rentre dans Balthazar le et top 8. Tiffany, tu vois. Tiffany aussi, il a fait record de France, ça je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais même dans le cas où tu es premier, il faut toujours assurer, même dans le cas, tu vois, où un mythe régional, tu fais les minima France, assure toujours peut-être 5 kilos de plus, tu vois. On sait jamais, ça peut peut-être te faire passer en groupe A, ça peut peut-être faire passer d'un groupe C à un groupe B, on sait pas, tu vois. Parce qu'il y a peut-être un blessé qui va pas se déclarer, il y a peut-être voilà beaucoup de monde qui ont fait tout juste les minima et toi tu vas te démarquer, hop, tu vas passer en groupe A. C'est quand même pas du tout la même expérience aux France que tu vis derrière. Non. Mais de toute façon, pour moi, au final, je trouve que dans la conclusion, on peut dire que aussi c'est ceux qui ont géré le match avec le plus de maturité qui en sont sortis vainqueurs. Et pourtant, c'est pas toujours ceux qui, en termes d'expérience absolue, en ont le plus. Bah, Entre ça c'est Corentin vrai. Clément et Eliam, il y en a un qui est beaucoup plus habitué des plateaux que l'autre. Entre Balthazar, Pana et Nabil, enfin, c'est Balthazar qu'on a le moins. Et entre Nicolas Perrault et Brutus, pareil. Largement du côté de Nicolas. Et au final, celui qui gagne, ça a toujours été celui qui a maximisé le plus d'essais. À chaque fois, au final, si on regarde. Et celui qui a géré le mieux possible selon ses points forts, ses points faibles et la forme du jour. Donc je trouve que c'est une belle leçon et je pense que de plus en plus le niveau et l'exigence du sport qui est en train de, enfin le virage qu'on est en train de prendre à ce niveau-là va le demander en fait, va demander du professionnalisme sur la gestion de match, va demander à ce que ce soit carré et la moindre erreur va coûter beaucoup plus cher qu'avant où, je vais dire une connerie, mais un Pana en 66, même s'il faisait 4 sur 9, il était champion de France. Ça va arriver de moins en moins souvent, je pense, des KT, même au niveau national, où il y aura un champion absolu qui n'aura pas, enfin, qui aura le droit à 4-5 cartouches de plus pour être champion, quoi. Maintenant, il va falloir être irréprochable et celui qui le sera aura de fortes chances de l'emporter. Je suis très content de ce tournant, personnellement, parce Ouais. que ça contribue au professionnalisme et au fait de se dire, bah en fait, c'est comme ça qu'on est meilleur parce qu'on réussit le plus et pas genre à niveau équivalent, c'est moi qui en ai réussi le plus de barres, je lui ai rien laissé. Donc je l'ai poussé à la faute. Pour moi, de mon point de vue, je trouve que c'est génial pour l'évolution du sport que ça soit comme ça, qu'on ait des matchs dans toutes les catés quasiment beaucoup plus qu'avant. Nicolas Perrault n'est plus du tout impérial, Corentin Clément plus du tout non plus. En 74, on a enfin des vrais matchs. Des gros matchs parce que on a enfin un gros niveau en 74 France, ça c'est trop bien aussi, je trouve, parce que c'est une KT qui était un peu délaissée, notamment depuis le départ de Paul Ramboville en 83, il me semble, qu'on Ouais. avait plus de 74 à l'Inter. Enfin, on a eu Yannick Puget l'année dernière, mais il me semble qu'il a fait que les Europes, je sais pas de bêtises. Ouais, il a fait troisième, je crois, à l'Europe. Ce qui est fou quand même, hein, mais voilà. Là, on commence vraiment depuis, on va dire, un an à avoir vraiment une catégorie qui se remplit, que ce soit en junior ou en open, et du coup, ça force à faire des matchs parfaits, ça force à être stratégique et irréprochable. Et je trouve que ouais, c'est une bonne direction en fait qu'on est en train de prendre sur ça. Donc voilà, il va falloir gérer mieux vos matchs. Ouais, super. Bah, c'est une preuve que le sport évolue et je pense que c'est un beau mot de la fin. Le sport évolue, il va falloir un petit peu plus utiliser sa tête pour gérer les matchs. Et bah, c'est génial tout ça. Ouais, Mon c'est cher trop. Antoine, je te remercie pour ce petit podcast, pour cette analyse. Bah, avec plaisir. Dites-nous si vous voulez qu'on en refasse. Ouais, franchement, Sur c'est les matchs ou en sur autre fait, chose, hein. Sur autre chose, je on, sais pas si. ouais, on l'avait dit avec Andrea, on le ferait assez régulièrement. Bon, ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas fait, mais bon. Mais pourquoi pas peut-être un débrief de Sheffield. Bon, c'est pas du tout la même analyse, mais Ouais, pourquoi pas, c'est ce serait intéressant. Mais les prochains Worlds, les prochains France, s'il y a des matchs intéressants, on joue les uns avec les autres, carrément. sans Dites-nous, souci. mais Je te moi, je pense qu'on peut remercie. faire des podcasts sur autre chose. Enfin, si vous avez des idées en commentaire, on est preneur. Enfin, perso, je suis preneur Mhm.
Dis-les, Ouais, hein. bien sûr, si vous avez des choses qui vous intéressent et que sur lesquelles vous voulez notre avis, on vous le donnera, il n'y aura pas de On va essayer problème. d'en faire un peu plus, promis, parce que là, on n'est pas les plus réguliers, mais ça va venir. Ouais, mais celle-là, c'est 2026, attention. Attends, Alors, bon, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, commentez, partagez, partagez. likez, abonnez-vous à Nikaya pour lifting. Si vous êtes intéressé par un service de coaching, vous pouvez nous contacter directement sur Nikaya pour lifting sur Instagram ou via le site internet ou directement votre coach préféré. Je rappelle que nous sommes 5 coachs avec des disciplines différentes, du street, du strongman, de la FA et une diététicienne professionnelle qui nous accompagne, Emma. Donc voilà, il y en a pour toutes les goûts et toutes les couleurs chez Nkaya. Vous pouvez être encadré par les meilleurs professionnels. Et ben voilà, c'est une belle conclusion. Allez, C'est merci à parti. tous d'avoir regardé ce podcast. Ciao, ciao. Salut.